pas qui est toujours avec nous, Madame la députée. Madame Anne-Constance Anguena. Petite question, mais pas anodine. On a appris que 90% des expulsions d'étrangers en situation irrégulière réalisées dans notre pays l'étaient depuis Mayotte. Oui, ça fait longtemps que Mayotte sert les statistiques du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai toujours été contre cette politique de la reconduite à la frontière, parce qu'en fait, c'est la libre circulation à nos frais. Il faut juste arrêter de se raconter des histoires. Les Comoriens rentrent à Mayotte comme s'ils étaient chez eux, avec les reconduites qui nous coûtent une fortune, parce que c'est extrêmement cher de faire des reconduites à la frontière. Mais ça permet au ministère de l'Intérieur de dire on travaille à la lutte contre l'immigration clandestine. On a encore eu cette discussion avec la ministre de l'Outre-mer, avec le préfet. Moi, je reviens à l'étymologie de lutte contre l'immigration clandestine. Ça veut dire lutter contre l'entrée illégale sur le territoire. Voilà, c'est pas la reconduite, c'est déjà un constat d'échec. Et effectivement, tant que on continue à faire 90% du chiffre des reconduites à la frontière, c'est-à-dire que quand même l'exécution des obligations de quitter le territoire français ont un taux d'exécution, je crois, qui est moins de 10% en France. Et donc, si vous vous dites que 90% de ces OQTF, c'est à Mayotte, vous avez compris l'importance de laisser aussi grande ouverte la frontière. Ça permet de ne pas dire qu'on est complètement impuissant face à l'immigration, mais en fait, pour nous, pour notre territoire, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de changer de ton avec les Comores, c'est de remettre en question cette relation malsaine et d'affirmer notre souveraineté. Moi, je suis particulièrement mécontente de ce satisfecit. C'est pas ça la solution, c'est pas les reconduites en soi. C'est que les gens arrêtent de rentrer, c'est que la Marine nationale se mobilise pour protéger notre frontière, c'est que, on fasse du pushback et qu'on renvoie ces bateaux. Pas qu'on soit en train de les amener à terre pour les mettre dans notre CRA et que ça nous coûte une fortune. Qu'on ouvre du droit à des personnes qui sont illégalement sur le territoire. Mais Estelle Youssoufa, quand vous tenez ce discours auprès des autorités parisiennes, c'est quoi le retour que vous avez? Parce que nous, ici, on sait tous, en fait, ce que vous dites, on est à peu près tous d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent à Paris quand vous dites ce genre quand vous tenez ce discours? Moi, je ne me satisfais pas du constat d'échec ni de la capitulation. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas entendre. Je considère qu'on ne peut pas abandonner. Je n'accepte pas l'impuissance publique. Je n'accepte pas que mes interlocuteurs me regardent comme si j'étais une éberluée. Si nous, Mahoraises et Mahorais, n'avons pas reçu le mémo et que la frontière n'est qu'un concept, il faut juste nous informer. Mais si on met des milliards dans la défense nationale du pays, j'aimerais qu'on défende nationalement le pays, dont Mayotte fait partie. Donc si la frontière existe, faut la matérialiser. C'est ça le sujet. Après, je ne dis pas que c'est facile ni que c'est simple. Je pense que c'est une vraie révolution copernicienne parce que ce qu'on est en train de subir à Mayotte, mais pas que. C'est aussi ce qui se passe en Grèce ou en Italie. La frontière n'est pas qu'une frontière à terre, c'est aussi une frontière en mer. Et c'est vrai que ça demande une révolution dans le droit en mer de faire matérialiser cette frontière. Mais quand vous voyez que les Grecs et les Italiens repoussent les bateaux de migrants, ça s'appelle le pushback, moi j'aimerais qu'à Mayotte, on fasse la même chose. Alors Estelle, vous avez justement sur les sujets de défense de nos frontières et donc plus largement de défense de notre pays, vous avez, lors du débat voulu sur cette question par le Premier ministre, M. Lecornu, vous avez pris la parole pour rappeler la vulnérabilité de Mayotte et donc de la France dans l'océan Indien. Oui, parce que je pense qu'il y a un aveuglement ou en tout cas une prise en compte qui n'est pas à la hauteur des enjeux par rapport à la situation de Mayotte. Il y a la question des flux migratoires qui sont instrumentalisés par les Comores. Les Comores envoient leur population pour prendre le contrôle de Mayotte, mais les Comores ont quand même aussi engagé depuis plusieurs années le trafic humain avec les migrants qui arrivent d'Afrique et de Madagascar. C'est-à-dire que la plaque tournante, elle est à quelques dizaines de kilomètres de chez nous, où les trafiquants comoriens permettent l'entrée des demandeurs d'asile. Et on a vu que ça transformait Mayotte en cocotte minute avec le stade de Cavani, mais aussi à Tsunzu. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile ne sont pas expulsables. On ne peut pas faire du chiffre comme on le fait avec les OQTF et les reconduites à la frontière. Les demandeurs d'asile, en fait, ils ont droit à une protection.
Et ça nous rend tous dingues puisqu'on n'a pas accès à Mayotte, à nos droits les plus fondamentaux. Donc on se retrouve avec les Comores qui ont augmenté la pression migratoire avec 2 types de migrants, les migrants comoriens plus les migrants africains. Et on voit que ça panique complètement et ça désorganise les services publics et les forces de l'ordre parce que ça les mobilise de manière considérable. La deuxième chose que l'on voit aussi, c'est l'instabilité régionale. On a vu le coup d'État à Madagascar. On sait que Daesh a repris du poil de la bête dans le canal du Mozambique. Je rappelle que c'est à quelques centaines de kilomètres de nous. En Tanzanie, il y a des violences extrêmement graves avec une instabilité politique et une répression qui font qu'il y a quand même un risque politique très fort. Et là aussi, c'est à moins d'1 heure de nous en avion. On a vu cette année des affrontements extrêmement violents au Kenya. Donc en fait, nous, on est dans un environnement immédiat qui est quand même très instable. Pas très instable moyennement, très instable, violent, avec un risque que nous, qui sommes au milieu, littéralement géographiquement au milieu, on soit contaminés. Le risque, c'est évidemment avec le succès des putschistes à Madagascar, qu'il y en ait 2-3 qui sont inspirés aux Comores. Hein. C'est comme ça quand même qu'Azali est arrivé au pouvoir. C'est lui-même un putschiste, donc il sait ce qui le menace. Outre l'usure du pouvoir et la corruption et le fait qu'il n'arrive à rien dans son pays, il y a quand même nécessairement des généraux qui sont en train de se poser 2-3 questions aux Comores, avec une population qui a les mêmes sujets de révolte que Madagascar, c'est-à-dire la pauvreté, pas d'accès à l'eau, l'électricité, une corruption généralisée. Le mouvement des Gen Z qui a renversé le pouvoir à Madagascar a commencé en Asie. C'est un espèce de phénomène mondial qui est quand même très inquiétant. Nous, on est aussi en risque d'instabilité sur notre île. Donc, si vous voulez, le fait que, par exemple, pour les patrouilleurs outre-mer, Paris n'ait toujours pas changé d'avis, c'est-à-dire que ce sont les bateaux de la Marine nationale qui sont censés lutter contre l'immigration clandestine, ces bateaux-là sont postés à La Réunion et toujours pas à Mayotte. Moi, je ne comprends pas et je refuse de comprendre cette ineptie. C'est une anomalie politique, c'est pas une stratégie de défense de Mayotte. Quand on voit que notre pays, qui est quand même déstabilisé et qui est en lutte contre la Russie, on voit que la Russie est très offensive dans la région. Elle l'est à Madagascar, elle l'est aussi aux Comores, elle soutient les Comores dans leurs revendications de Mayotte. On voit là, cette semaine, c'était le président de la République qui fait face à des tonnes de fake news sur un pseudo-putsch à Paris. C'était complètement faux, avec de l'intelligence artificielle, des fausses vidéos, etc. Mais ça a circulé avec des millions de vues. Nous, à Mayotte, on le voit bien qu'on a des tonnes de fausses informations qui circulent. Ça ne circule pas sur vos médias à vous, mais ça circule sur TikTok, ça circule sur WhatsApp, en masse. Et c'est des fausses informations qui alimentent une paranoïa, qui alimente une tension. Il faut comprendre que les ingérences étrangères, elles s'appuient toujours sur une réalité, elles ne la créent pas. On n'a pas d'eau à Mayotte et c'est inadmissible. On a des services de l'État qui sont sous-dimensionnés par rapport aux enjeux de Mayotte. On a une reconstruction qui n'est toujours pas là alors que les promesses ont été faites. On a un État qui est faible alors qu'on a besoin de l'État à Mayotte. Et donc dans ce contexte, les ingérences étrangères, ce que alimentent les Comores, mais aussi l'Azerbaïdjan ou la Russie, alimentent une tension qui est déjà sociale, qui est déjà très forte, et alimente une instabilité politique. Moi, je voulais le rappeler parce que quand on entend le discours qu'il y a en métropole, pour parler simplement, mais l'Hexagone qui est en train de recalibrer tous les efforts militaires pour protéger l'Hexagone en cas de guerre à terre, à l'Est, avec l'Ukraine. En fait, où sont les investissements pour la Marine nationale, pour les Outre-mer ? On voit bien qu'on a des problèmes budgétaires. Est-ce qu'on est en train de prendre en compte, dans la réorientation de la défense nationale, la menace qui pèse en Outre-mer, que ce soit pour Mayotte, mais aussi par exemple pour la Nouvelle-Calédonie, qui est l'objet de beaucoup d'ingérences avec les Chinois, l'Azerbaïdjan. On voit qu'il y a un débat qui est quand même avec de lourdes conséquences pour nous, avec 2 îles du Pacifique que le Quai d'Orsay pense rétrocéder à un pays, le Vanuatu, sauf erreur. Ces 2 îles, si le Quai d'Orsay cède et dit on est capable de donner des terres françaises parce qu'il y a une revendication d'une puissance étrangère, vous imaginez l'effet domino pour nous ? Bien sûr. Donc on comprend très bien qu'on est dans une période historique à risque. Et moi, effectivement, je suis très inquiète
parce que je pense que dans cette période où à Paris on fait des choix qui semblent nous oublier, quand le président de la République permet l'évacuation du président Radjoël, il met en danger tous les Français qui sont à Madagascar et les binationaux. Et évidemment, moi j'ai lancé l'alerte en disant attention, parce que s'il vous prend l'idée d'aller évacuer les autorités comoriennes si elles sont mises en cause, il est hors de question de nous mettre nous en danger. Parce qu'en 2008, c'est ce qui avait provoqué des émeutes anti-blancs à Mayotte. Bien sûr. Donc il faut faire très attention à la posture que prend notre pays, parce que c'est observé, c'est analysé, et ça nous met, nous, directement en danger. Et je pense qu'il y a une méconnaissance, ou en tout cas, les problèmes sont tellement importants en Europe, qu'on a le sentiment que Paris, par moment, perd de vue un peu ce qu'il se passe pour nous. C'est-à-dire que quand je discute avec le Quai d'Orsay et que je leur dis attention à ce que vous êtes en train de faire à Madagascar, parce que pour nous, ça peut avoir des conséquences immédiates, ah oui, c'était un angle mort de notre vision. Ah bon, oui, bonjour. Oui. Non, mais la première réponse a été non, mais la Réunion n'a aucun risque. Ah oui, je me doute bien que la Réunion n'a aucun risque. Nous, oui. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est profondément inquiétant dans cette manière de voir la situation internationale. Paris est toujours en train de considérer les Outre-mer comme des tremplins pour projeter la puissance, mais ne semble pas réaliser que c'est aussi des points de vulnérabilité et que donc il faut défendre. Moi, je suis particulièrement mobilisée pour dire attention, nous sommes des points de vulnérabilité, il faut consolider, il faut défendre. Et c'est pour ça que le fait que l'État soit aussi lent dans la reconstruction, ça nous vulnérabilise même au niveau international. Parce que c'est regardé, c'est exploité, et c'est tout un discours anti-français, tout un discours indépendantiste qui commence à se développer à Mayotte, et c'est extrêmement dangereux. Parce que je voudrais quand même rappeler 2-3 choses. Les uns et les autres qui sont en train de dire Mayotte libre, c'est le moment d'aller prendre l'indépendance, de toute façon Paris ne fait rien. Moi je vous dis juste, la seconde où il n'y aurait plus le drapeau français à Dzaoudzi, il y aurait un drapeau comorien la seconde d'après et ce serait reconnu par la communauté internationale. Il n'y a pas de Mayotte seule. Soit Mayotte est française, ce qu'elle est, ce qu'elle a choisi, et pour moi il n'est pas question de remettre en cause ce choix, aussi imparfait et insatisfaisant que ce soit, et notre pays est en grande difficulté, on n'est franchement pas les seuls à endurer une situation compliquée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais soit les Comores prennent le contrôle de notre île. Faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en développant un discours anti-français, en laissant penser que Mayotte peut tenir seule dans son environnement. En plus, je ne suis pas convaincue que le niveau de la classe politique nous encourage ou nous donne foi dans notre capacité à l'autogestion. Franchement, quand on voit ce qui se passe au niveau de certaines collectivités et l'énervement dans lequel est notre population, par rapport à nos élus, je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. Et tous les discours masqués qui sont en train de lutter contre Paris, d'appuyer là où ça fait mal, et moi je ne nie pas du tout que nos problèmes sont graves. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème, je dis simplement attention, parce que c'est pas le moment de se raconter des histoires. C'est pas le moment de penser que tout est calme, que c'est stable. C'est au contraire extrêmement fragile et on le vit dans notre chair. Quand on voit l'état dans lequel se trouve l'île, franchement, c'est pas le moment d'aller mettre le feu ou d'aller trouver un petit mouvement social ou une crise d'indépendance nous ferait le plus grand bien. Moi, quand j'entends Moscou qui dit on va aider les Comores à prendre le contrôle de Mayotte, je prends ça très au sérieux. J'aimerais qu'à Paris, on le prenne aussi au sérieux. Estelle, il y a un autre sujet qui est important dans l'actualité. En avril dernier, le président de la République est venu à Mayotte, vous vous en souvenez, vous étiez là. Il a développé une vision du développement économique pour notre île, fort intéressante cette vision. Elle fixait une trajectoire, une ambition, notamment autour d'un immense pôle aéroportuaire. On est presque 8-9 mois après, depuis une décision de justice est intervenue au niveau du port, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien du tout. Alors il y a eu un décret, il y a eu un décret qui a été pris pour activer le chantier de l'aéroport de Bouilloni. Donc on est là-dessus et dans la programmation pour la reconstruction, il y a l'argent qui est prévu pour l'aéroport dans le nord de l'île. Mais effectivement, la situation au port de Longoni, elle est extrêmement inquiétante. C'est-à-dire que moi, j'alerte, on est
Moi, ça fait des années que j'entends tout le monde taper sur Madame Nel en disant il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte. Là, il y a une décision, voilà, il y a une décision de justice qui est prise et c'est panique à bord parce que effectivement, les juges ont dit il faut mettre fin à la DSP et comment dire en septembre dans 9 mois, oui, effectivement, fin août. Madame Nel serait tout à fait fondée à tout lâcher fin août, prendre ses ouvriers et laisser le port nu. Oui. Et je veux dire, on est face à un énorme problème parce qu'on n'a pas d'opérateur. Et donc, quand Il n'y a même plus de directeur au port. Hein, non, mais il y a... Je veux dire, les auditions qu'on a menées pour les lois Mayotte avec le conseil départemental, les déclarations publiques, les discours qui ont été tenus par le conseil départemental auprès de l'exécutif sont 4 ou 5 versions différentes. Je ne sais pas ce que veut le conseil départemental avec le port de Longoni. Est-ce qu'il veut donner le port à l'État ? Comment est-ce que le conseil départemental percevrait l'octroi de mer auquel Bercy veut mettre fin, que d'autres départements d'outre-mer veulent abolir ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait les grands investissements qui sont nécessaires au port de Longoni. Il y a quand même le quai numéro 1 qui n'est toujours pas réparé. Le quai numéro 2, on attend, ça devient l'Arlésienne. Il y a la partie qui accueillait l'approvisionnement en gaz et en hydrocarbures qui a été très abîmée par le... Avec un marché de l'État, d'ailleurs, voilà, réparé. Par le cyclone Chido. Donc en fait, on a un port, notre poumon économique et notre intraveineuse vitale, qui est en très très mauvais état physique et qui est aussi légalement très fragilisé avec pas de directeur mais surtout visiblement pas d'opérateur dans 9 mois. Il y a une mission X de l'État avec des inspecteurs qui m'interrogent et je leur dis expliquez-moi ce que vous voulez faire de l'État du port parce que je ne sais toujours pas quelle est la vision de l'État, et 2, est-ce que vous avez pris en compte les enjeux de défense ? On revient à ma discussion un peu plus tôt. Moi, je me bats pour que Longoni ait aussi une partie militaire. Parce que là, ce qu'on est en train de souhaiter, c'est d'avoir le port à quelques kilomètres de l'aéroport. Et donc, on est une grosse zone économique. Et c'est un projet qui est structurant pour toute l'île. Qu'on puisse avoir une protection aussi. Pour moi, idéalement, il y a le commandement de gendarmerie qui doit être construit là-bas. Et aussi un port militaire en eau profonde qui permette d'accueillir à temps complet les patrouilleurs outre-mer que je demande. Je n'imagine pas que dans l'absence de réflexion, on n'ait pas compris qu'il faut quand même avoir un projet qui soit ambitieux et clair pour Mayotte. C'est pas qu'une question de gouvernance, c'est pas qu'une question de qui a le beau titre avec le collier d'ylang et de jasmin, c'est quand même de savoir comment ça fonctionne et pourquoi, quel est le projet sur 10, 15, 20 ans pour le port de Longoni. Quand on suit notre démographie, quand on suit le développement économique dans la région, il y a quand même des gros enjeux. Il y a d'énormes enjeux pour notre survie, mais aussi pour notre prospérité. Moi, je voudrais, et c'est la plus grosse frustration de mon mandat, c'est qu'on arrête d'être dans la survie et qu'on soit dans l'ambition des projets, quelque chose de positif, quelque chose qui nous permette d'avancer. Et en fait, effectivement, ce projet d'avoir le port et l'aéroport, si on restructure toute cette partie de l'île, qu'on l'outille avec des infrastructures qui soient performantes, évidemment que ça booste toute l'île. Ça nous permet d'avancer, ça nous fait un gros projet qui permet de construire, de créer des emplois et qui permet de générer de la richesse. Parce que et d'offrir une trajectoire à la jeunesse également. Oui, parce qu'en fait, la question du port et de l'aéroport, parce que les gens vont dire oui, mais le port à Tamatave est moins cher, le port à La Réunion est déjà tout construit, au Kenya c'est moins cher, etc. Sauf que en zone Union européenne, en zone euro, avec le droit, avec la possibilité de protéger les entreprises qui investiraient à Mayotte et qui travailleraient sur le port, qui opéreraient à Mayotte, avec les abattements fiscaux pour une zone économique spéciale, ça nous permettrait de créer vraiment de la richesse et d'être à proximité des champs gaziers du Mozambique. La Réunion, elle est de l'autre côté, quel que soit ce que les uns et les autres pensent, et je sais bien que les Réunionnais sont très impatients de voir pouvoir prendre leur part du gâteau. Sauf que le gâteau, en fait, il est près de Mayotte avant tout. Donc on a besoin que la France investisse, que notre pays nous développe,
pour nous donner le plein potentiel. Sinon, on ne sera toujours qu'englué dans des problèmes. Et moi, je n'accepte pas qu'effectivement, on soit toujours face à des interlocuteurs qui semblent pris au dépourvu. On a l'impression, moi je suis comme vous, hein, j'ai suivi les feuilletons judiciaires des nombreuses procédures lancées contre Madame Nel. J'ai entendu des litanies d'élus qui étaient en train de déplorer la gestion du port. Là, il y a une opportunité que je ne vais pas commenter, c'est une décision de justice. Et là, tout le monde se regarde avec des grands yeux, comme des lapins dans les phares d'une voiture, apeurés et avec zéro vision. Zéro vision. Et là, ils nous mettent tous dedans. C'est-à-dire que non seulement le port a besoin d'être reconstruit, que l'on consolide les investissements, au-delà des quais, qu'on consolide les investissements et qu'on ait une vision. Est-ce que Madame Nel doit partir ou pas? Et si elle part, vous mettez qui et comment? Avec quel contrat? Moi, je peux tout entendre, mais en fait, jusqu'à présent, elle a fait le boulot. Elle a bien fait le boulot, malgré tous les obstacles que les uns et les autres lui ont mis sur la route. Et en fait, là, tout le monde s'est précipité en se disant tant mieux elle part. Et puis, en fait, c'est panique à bord au port. Il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est vraiment, pour moi, extrêmement inquiétant. C'est le dossier par rapport à l'année qui arrive où je me dis, est-ce qu'à Paris, on a compris l'importance stratégique du port? Pas juste pour notre survie, mais le fait que plus on attend, plus les investissements, vous savez que les investissements, que ce soit pour le port ou l'aéroport, ils avaient été, envisagés avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'avant que les coûts explosent. À Mayotte, les coûts ont explosé. D'abord pour la guerre en Ukraine et alors maintenant avec les coûts de la reconstruction. On a dans quelques jours, et on a alerté l'exécutif sur le fait qu'il y a une taxe carbone qui va s'imposer, ça pourrait faire augmenter de 20 à 25% le prix du ciment et des matériaux de construction à partir du 1er janvier, c'est-à-dire dans 15 jours. Je veux dire, on est sur des enjeux qui sont pressants et à chaque fois, on est face à des interlocuteurs qui nous regardent au niveau du gouvernement. Ah bon? Ah oui, c'est important, c'est urgent. Oui, enfin, c'est avant-hier. Je suis surprise de vous informer de quelque chose qui est normalement dans votre périmètre. Et en fait, ça va avoir des conséquences immédiates très importantes. Donc oui, sur le port, c'est quelque chose de très inquiétant. Estelle, le temps touche file à grande vitesse, mais je suis très contente parce qu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire de sortir de l'urgence quotidienne pour prendre un peu de hauteur et se poser la question des grands dossiers de demain. Et je crois que les choses sont assez claires. Bon courage pour nous défendre. Vous aussi? Merci. Oui, il m'en faut parfois. Il nous en faut. Et bon courage pour vous la semaine prochaine, parce que c'est vraiment très important ce qui va se jouer à l'Assemblée nationale et je sais que vous vous battrez pour nous. Toujours. Bon courage. Toujours se battre pour Mayotte. Et puis à très vite. À bientôt. Bonne fête de fin d'année à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.